L'espionnage n'est pas une invention moderne. Bien avant l'apparition des services secrets contemporains, les civilisations antiques avaient déjà compris que l'information pouvait décider de la victoire ou de la chute d'un empire. Dès les premières cités-États, les souverains ont mis en place des réseaux d'agents, de messagers et d'informateurs pour surveiller leurs sujets, anticiper les rébellions et devancer leurs rivaux. Loin d'être une activité marginale, le renseignement était une arme à part entière, souvent dissimulée mais toujours redoutée. En Mésopotamie, sous le règne d'Hammurabi, l'unification du territoire s'est appuyée sur une surveillance étroite des gouverneurs locaux. Les archives royales de Mari, gravées sur des tablettes cunéiformes, révèlent un système de communication entre les rois et leurs vassaux où les informations militaires, diplomatiques et économiques étaient rapportées en continu. Zimri-Lim, roi de Mari, envoyait régulièrement des espions dans les cités voisines, et ce, afin d'observer les mouvements de troupes et intercepter les intentions politiques. Les messagers, déguisés en marchands, traversaient discrètement les territoires ennemis, transmettant des nouvelles codées à leurs commanditaires. En Égypte, les pharaons organisaient leur empire comme une immense machine de contrôle. Sous Thoutmôsis III, le vizir Rermiré dirigeait un système administratif où les scribes, hauts fonctionnaires lettrés, jouaient aussi le rôle d'agents de renseignement. Ils recueillaient des informations dans les provinces et rendaient compte directement au palais. Les archives d'Amarna confirment que les diplomates égyptiens étaient aussi des espions chargés de négocier des traités avec les Hittites ou les Mitanniens. Ils surveillaient en parallèle les mouvements militaires et rapportaient les faiblesses des royaumes alliés ou ennemis. Hérodote raconte que les Égyptiens envoyaient des messagers secrets pour anticiper les invasions libyennes ou nubiennes et qu'ils utilisaient des symboles codés pour prévenir leur garnison. Mais c'est dans le monde grec que l'espionnage prend une dimension plus sophistiquée. Sparte, cité guerrière par excellence, perfectionna l'usage du sital, une bande de cuir sur laquelle était inscrit un message, lisible uniquement si elle était enroulée sur un bâton de diamètre identique. Ce système permettait de transmettre des ordres sans risque d'interception lisible. Lors des guerres médiques, Athènes envoya des espions en Asie mineure pour observer les préparatifs de l'armée perse. Capturés, ces hommes furent étonnamment relâchés par Darius Ier, qui leur fit visiter son immense camp militaire dans l'espoir d'impressionner les Grecs. Cette stratégie de contre-espionnage psychologique visait à semer la peur plus qu'à dissuader. Une autre anecdote célèbre illustre la créativité grecque en matière de dissimulation. Histier, tyran de Milet, fit raser la tête de son esclave, tatoua un message directement sur le cuir chevelu, attendit la repousse des cheveux, puis l'envoya à destination. Une fois arrivé, l'interlocuteur n'eut plus qu'à raser de nouveau la tête pour lire le message. Ce procédé, mêlant ruse, confiance et patience, reste l'un des exemples les plus fascinants de stéganographie antique. À l'époque hellénistique, on retrouve aussi des mentions d'espionnes déguisées en esclaves ou en danseuses, envoyées dans les cours ennemies, et ce afin de séduire des officiers et soutirer des secrets d'État. À Rome, l'espionnage devient un véritable rouage du pouvoir impérial. Les frumentarii, initialement chargés du ravitaillement en blé, sont progressivement transformés en agents du renseignement sous l'empereur Hadrien. En réalité, leur mission dépasse de loin la logistique. Ils sillonnent l'Empire, surveillent les gouverneurs trop ambitieux, infiltrent les milieux suspects, interceptent les lettres et étouffent les révoltes naissantes. On leur attribue des arrestations spectaculaires sous Domitien et même des éliminations ciblées. Ces agents, à la fois postiers, espions et policiers secrets, préfigurent les agents de renseignement modernes. Cicéron, lors de la conjuration de Catilina, s'appuie sur un réseau d'informateurs pour identifier les conjurés. Il fait intercepter des courriers, surveille des réunions nocturnes et déjoue le complot en exploitant la peur et la désinformation. Le rôle de l'espionnage est ici décisif. Sans ces opérations secrètes, la République aurait vacillé. Les agents doubles existaient aussi. Certains citoyens romains, apparemment loyaux, travaillaient pour les rois clients d'Orient ou pour les Parthes. Des tablettes retrouvées en Syrie mentionnent des pots de vin versés à des marchands romains en échange de renseignements sur les garnisons et les routes commerciales. Les espions transportaient parfois des messages cachés dans des bâtons creux, des chaussures à semelles doubles ou même dans des offrandes religieuses.
L'usage d'encre invisible à base de jus de citron ou de lait est également attesté dans certains traités alchimiques tardifs. Toutes ces pratiques, agents déguisés, messages codés, tatouages dissimulés sous les cheveux, espionnes infiltrées, lettres piégées dans des objets du quotidien, témoignent d'une chose. C'est tout simplement que l'obsession de contrôler l'information n'est pas née avec les services secrets modernes. Elle est une constante de l'histoire. L'Antiquité a en effet inventé les bases du renseignement militaire, diplomatique et intérieur. Et dans chaque empire, qu'il s'agisse de Ninive, de Memphis, de Sparte ou de Rome, l'information valait parfois plus cher qu'une armée. L'espionnage au Moyen Âge et à la Renaissance ne se limite pas aux intrigues romanesques. Il constitue un pan essentiel de l'histoire des relations internationales, des conflits militaires et des rivalités de cour. Avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, la montée de Byzance et de l'islam, puis l'affirmation des royaumes médiévaux et des États modernes, l'art du renseignement devient une arme diplomatique, un levier militaire, mais aussi un outil de répression. Dès l'Antiquité tardive, l'Empire byzantin hérite des pratiques de renseignement romaines et les perfectionne. Le bureau des barbares, mentionné dès le IVe siècle, supervise la correspondance diplomatique, mais aussi l'analyse des rapports d'informateurs infiltrés chez les peuples voisins. Procope de Césarée raconte que les Byzantins disposaient d'agents au sein même de la cour perse sassanide, capables d'anticiper les offensives ennemies. L'empereur Basile II, dit le tueur de Bulgares, mène des campagnes militaires étayées par une guerre de l'information, agents doubles, alliances secrètes et subversion des chefs adverses. À Byzance, l'espionnage touche aussi les routes commerciales, les guildes et les chancelleries étrangères. Mais l'Empire n'est pas tendre avec les traîtres. Pour ceux accusés d'espionnage, la torture n'est pas l'exception, mais la règle. Les méthodes sont brutales, écorchement progressif, pilori mobile et, dans les cas extrêmes, plomb fondu versé sur le corps. La peur est utilisée comme instrument politique autant que judiciaire. Dans le monde islamique, les califats omeyyades et abbassides s'appuient sur un système administratif centralisé pour organiser leur réseau. Le mot mourabarat, aujourd'hui synonyme de service de renseignement, trouve ses origines dans cette période. Sous le calife Al-Mamoun, au IXe siècle, des agents sont envoyés jusqu'en territoire byzantin pour collecter non seulement des informations militaires, mais aussi des manuscrits scientifiques et techniques. Al-Masoudiya, grand chroniqueur du Xe siècle, décrit ces pratiques et souligne le rôle stratégique du savoir dans l'hégémonie abbasside. En Europe médiévale, les réseaux d'espionnage sont plus diffus, mais non moins efficaces. Les rois, les princes et même les évêques emploient des informateurs pour contrôler les complots. Philippe le Bel, roi de France, utilise des espions pour préparer la chute de l'ordre du Temple. Des agents infiltrés parmi les Templiers auraient collecté des témoignages, réels ou forgés, permettant d'appuyer l'arrestation massive de 1307. L'extraction des aveux, réels ou inventés, repose sur la torture. Le chevalet ou estrapade suspend le prisonnier par les bras attachés derrière le dos, disloquant les épaules. La roue brise les membres un à un avant d'exposer le supplicié en place publique. Ces méthodes servent autant à obtenir des confessions qu'à intimider les éventuels opposants. Jeanne d'Arc, figure de la guerre de Cent Ans, fut surveillée de près par les services anglais. Selon les chroniques, ses faits et gestes étaient observés par des espions et plusieurs tentatives de discrédit ou de manipulation furent menées durant sa détention. Avec la Renaissance, les États modernes comme la France, l'Angleterre, l'Espagne ou les cités italiennes professionnalisent le renseignement. À Florence, les Médicis utilisent un réseau complexe d'agents et de correspondants. À Rome, les Borgia se servent autant du poison que de l'information pour éliminer rivaux et adversaires. Les techniques se raffinent et l'écriture codée devient monnaie courante. Ainsi, Léonard de Vinci utilise l'écriture spéculaire, en miroir, pour dissimuler certaines de ses notes. Les encres sympathiques, révélées à la chaleur ou par agents chimiques, sont employées pour des messages sensibles. Les espions cachent parfois leurs lettres dans des manches de vêtements, des bougies creuses ou bien des pommes évidées.
Cependant, les espions capturés subissent les châtiments les plus effroyables. Dans l'Italie du Cinquecento, les traîtres sont empalés, étranglés au garrot ou enfermés dans des cages suspendues jusqu'à la mort. Le but n'est pas seulement de punir, mais de dissuader. La peur devient ainsi un outil d'État. Le cas d'Anthony Babington en Angleterre reste l'un des plus célèbres. En 1586, ce jeune catholique est arrêté par les services de Francis Walsingham, maître espion de la reine Élisabeth Ier. Accusé d'avoir voulu assassiner la souveraine pour installer Mary Stuart sur le trône, il est pendu, éventré vivant et écartelé. Un supplice rituel réservé aux traîtres à la couronne. À mesure que se consolident les monarchies, le renseignement devient un rouage du pouvoir. Ambassadeur double, diplomate espion, lettres chiffrées, agents infiltrés. L'Europe entière devient un théâtre d'ombre. Derrière les alliances, les traités et les mariages royaux, ce sont les réseaux secrets qui tracent les véritables lignes de force. Car au Moyen-Âge, comme à la Renaissance, une vérité demeure, l'information est une arme et dans les mains des puissants, elle peut sauver un royaume ou le précipiter dans le chaos. À l'époque moderne, l'espionnage devient un instrument central des relations internationales. Du XVIIe au début du XIXe siècle, il façonne la diplomatie, les guerres, les alliances et l'équilibre entre les grandes puissances. Les États perfectionnent leur réseau de renseignement, développent des techniques avancées pour coder, intercepter et décrypter les messages. Parallèlement, la torture et les châtiments exemplaires restent monnaie courante pour punir les espions et extorquer les aveux. Sous Louis XIV, la France érige le renseignement en politique d'État. Antoine et Bonaventure Rossignol, père et fils, mettent au point un système de codage quasi indéchiffrable, appelé le grand chiffre. Ce code reste inviolé pendant plus de 2 siècles, protège les communications royales dans les affaires sensibles, comme les négociations secrètes avec l'Angleterre ou l'affaire des poisons. À Versailles, le bureau du cabinet noir intercepte les lettres, les ouvre avec précaution, les copie ou les décrypte, puis les referme sans laisser de traces. Cette surveillance discrète, mais redoutablement efficace, permet au roi Soleil d'anticiper les menaces et de maintenir son autorité sur les rivalités internes et les puissances étrangères. Louis XIV déploie également un vaste réseau d'espions à travers l'Europe. Diplomates corrompus, nobles désargentés, domestiques infiltrés, tous renseignent la couronne sur les mouvements d'armée, les manœuvres politiques et les alliances secrètes. La guerre de Hollande entre 1672 et 1678 révèle combien le renseignement militaire influence directement les campagnes. Mais les risques sont considérables. Lorsqu'un espion est capturé, l'interrogatoire devient une épreuve de douleur. La question ordinaire et extraordinaire plonge le prisonnier dans l'horreur. L'estrapade, qui le suspend par les poignets attachés dans le dos, provoque des dislocations insupportables. Le brodequin, lui, broie lentement les jambes avec des coins de bois enfoncés à coups de maillet. D'autres subissent la suffocation par ingestion forcée d'eau ou de vinaigre, un supplice long et humiliant. Des archives de Gabriel Nicolas de la Reynie, lieutenant général de police, attestent que de telles pratiques furent appliquées à des informateurs soupçonnés d'espionnage au profit des Anglais. L'Angleterre, de son côté, n'est pas en reste. Sous Cromwell, John Thurlow fonde un réseau de renseignements rigoureux utilisant les femmes comme espionnes déguisées, des lettres codées et des agents doubles. Sous le règne de la reine Anne, le renseignement naval devient stratégique. La Royal Navy s'appuie sur des informateurs présents dans les grands ports d'Europe. Les corsaires, comme William Dampier, interceptent des lettres, des cartes, des mots de passe et transmettent des renseignements décisifs. Là encore, les espions britanniques capturés sont punis de manière exemplaire. Le supplice de la roue, encore pratiqué au XVIIIe siècle, brise un à un les os du condamné, prolongeant son agonie. À Londres, le gibet de Wapping Dock devient le théâtre d'exécutions publiques. Les corps des espions et pirates y sont laissés suspendus, exposés à la population pendant plusieurs jours. Un avertissement brutal à quiconque songerait à trahir. À partir de 1789, la Révolution française décuple le besoin d'information. Menacée de toutes parts, la République s'entoure d'un réseau d'agents. Mais c'est sous le Consulat et l'Empire que l'espionnage atteint une ampleur inédite. Joseph Fouché, ministre de la Police,
déploie des centaines d'indicateurs, surveille les salons, les journaux et les ambassades. Il rédige chaque jour un bulletin personnel à l'attention de Napoléon, lui résumant l'état politique du pays. Ce système de surveillance étatique devient l'un des plus efficaces d'Europe. L'empereur lui aussi s'appuie sur ses hommes de l'ombre. Le plus célèbre, Karl Schummelster, change d'identité, infiltre les armées ennemies et s'introduit dans les états-majors. En 1805, déguisé en noble hongrois, il intègre le quartier général autrichien à Ulm et transmet de fausses informations contribuant à une victoire éclatante. En 1809, lors de la deuxième occupation de Vienne, il est nommé commissaire de police par Napoléon lui-même. Mais les espions de l'Empire n'échappent pas à la cruauté du système. Beaucoup sont fusillés après des procès sommaires sans défense réelle. D'autres sont envoyés dans les bagnes coloniaux où les fièvres, le travail forcé et les châtiments corporels font office de condamnation à mort lente. Certains, avant d'être exécutés, sont torturés, tenailles chauffées à blanc, brûlures, mutilations. L'État cherche non seulement à faire parler, mais à faire peur. Dans le reste de l'Europe, les réseaux d'espionnage se multiplient. En Prusse, Frédéric le Grand emploie des informateurs dans les cours voisines, surveille les mouvements autrichiens et infiltre les ambassades. En Russie, Pierre le Grand et Catherine II s'appuient sur des agents envoyés à Versailles, à Londres, à Vienne, et ce pour recueillir des plans militaires, des rapports diplomatiques et même des œuvres scientifiques. Les espions russes sont souvent des intellectuels bilingues, parfois même d'anciens religieux reconvertis. Mais si l'espion est pris, le châtiment est là encore sans pitié. La Russie utilise la knoutina, un fouet redoutable composé de lanières de cuir armées de métal. Chaque coup lacère la chair, provoquant des hémorragies, des infections et parfois la mort. D'autres sont empalés, une méthode d'exécution lente et atroce qui persiste dans certaines régions de l'Est. Ceux qui échappent à la torture sont envoyés en Sibérie, condamnés au camp de travail, exposés au froid, à la faim et à l'oubli. Dans ce climat d'extrême brutalité, le secret devient une science. Les méthodes de cryptographie s'améliorent, le grand chiffre de Rossignol reste en usage, mais d'autres systèmes apparaissent, comme le chiffre de Vigenère, par exemple, qui utilise un système polyalphabétique complexe, difficile à casser. Des messages sont transmis en chiffres, en lettres inversées ou encore à l'aide d'encre sympathique, révélée uniquement par la chaleur ou des acides. Les espions continuent de cacher leurs messages dans des objets insolites, comme des semelles de bottes creusées, des manches de vêtements, des coiffures ou même des boîtes à double fond. Face à ces raffinements, le contre-espionnage s'organise, les gouvernements recrutent des déchiffreurs experts, installent des cabinets noirs dans des bureaux de poste pour intercepter les courriers suspects. À Paris, à Vienne, à Madrid, les lettres sont ouvertes à la vapeur, copiées, puis soigneusement recollées. Le renseignement devient une guerre silencieuse où chaque mot codé, chaque papier intercepté peut faire basculer le cours d'une bataille ou d'une alliance. L'espionnage au XXe siècle a profondément façonné l'histoire mondiale, influençant les guerres, la diplomatie et les stratégies militaires des grandes puissances. Cette période a vu la professionnalisation et la sophistication des services de renseignement, avec l'ascension d'agences telles que la CIA, le KGB, le Mossad et le MI6. Les agents doubles, les opérations clandestines, la cryptographie et les technologies de surveillance ont joué un rôle clé dans l'équilibre du pouvoir international, menant à une guerre de l'information sans précédent. Au début du XXe siècle, les grandes nations disposaient déjà de services de renseignement, mais ceux-ci étaient encore embryonnaires et peu coordonnés. La Première Guerre mondiale a marqué une première révolution avec l'essor de la cryptographie, de l'interception des communications et des agents infiltrés. L'affaire Mata Hari, célèbre danseuse exotique d'origine néerlandaise, illustre parfaitement la paranoïa liée à l'espionnage. Accusée justement d'espionnage pour l'Allemagne, elle fut arrêtée en 1917 par les services secrets qui la soumirent à un interrogatoire avant de la fusiller. Son rôle réel demeure incertain, mais son exécution fut avant tout un message destiné à dissuader toute trahison. L'espionnage militaire connaît une intensification sans précédent avec l'émergence de services spécialisés jouant un rôle clé dans les conflits. Le MI6 britannique
perfectionne les techniques d'écoute radio et de décryptage, permettant aux Alliés d'intercepter des communications ennemies stratégiques. Parallèlement, l'Allemagne met au point un vaste réseau d'espions en Belgique et en France, infiltrant les lignes alliées. Toutefois, plusieurs de ces agents sont capturés et pendus, illustrant la rigueur des contre-mesures mises en place pour contrer l'espionnage ennemi. Après 1918, la montée des régimes totalitaires entraîne une transformation radicale des services de renseignement, qui deviennent des outils de surveillance et de répression autant que des instruments de guerre. En Union soviétique, sous Staline, le NKVD, ancêtre du KGB, est développé comme un véritable instrument de terreur, chargé non seulement d'espionner les ennemis extérieurs, mais aussi de traquer et d'éliminer les opposants internes, conduisant à des purges massives et à des arrestations arbitraires. En parallèle, l'Allemagne nazie, à travers l'Abwehr et le SD, mène des opérations d'espionnage intensives contre les Alliés, tout en surveillant étroitement les dissidents et les Juifs tentant de fuir le Reich. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant majeur dans l'histoire du renseignement, avec des avancées déterminantes qui influencent durablement les pratiques du renseignement moderne. Parmi les plus célèbres réussites alliées figure le déchiffrement du code Enigma par les Britanniques, grâce aux travaux d'Alan Turing et de l'équipe de Bletchley Park, qui permet d'intercepter des communications cruciales de l'armée allemande. De leur côté, les Américains, avec l'OSS, précurseur de la CIA, organisent des opérations clandestines en Europe et en Asie, sabotant les infrastructures ennemies et infiltrant les lignes adverses. Enfin, les Soviétiques, grâce au réseau des 5 de Cambridge, parviennent à infiltrer les Alliés en recrutant des espions britanniques travaillant secrètement pour Moscou, un coup majeur pour le renseignement soviétique. Après 1945, la guerre froide transforme l'espionnage en un conflit souterrain entre la CIA et le KGB, où chaque camp rivalise d'ingéniosité pour obtenir des informations stratégiques. Ainsi, certains agents deviennent célèbres pour leur trahison ou pour leur infiltration. Aux États-Unis, Robert Hanssen et Aldrich Ames, deux officiers du renseignement, provoquent des pertes humaines majeures en vendant des secrets militaires américains au KGB, entraînant l'arrestation et l'exécution de nombreux agents américains en URSS. A l'inverse, Oleg Gordievsky, colonel du KGB, travaille en secret pour le MI6 et fournit aux Britanniques des informations cruciales sur la stratégie soviétique, contribuant ainsi à l'avantage des Occidentaux. Les techniques de torture évoluent également avec l'introduction de méthodes psychologiques avancées. Le KGB développe des méthodes consistant à maintenir les prisonniers en isolation totale, accompagnées de bruits constants et de lumières clignotantes, afin de les désorienter et de briser leur résistance mentale. De son côté, la CIA mène des expériences sur les drogues expérimentales, notamment dans le cadre du projet MKUltra, où des cobayes humains sont soumis au LSD et à l'hypnose forcée, et ce dans le but d'explorer de nouvelles formes de manipulation mentale. Dans les années 1980, l'espionnage technologique devient un enjeu majeur, marqué par des affaires retentissantes. L'affaire Farewell met en lumière le vol massif de technologies occidentales par les soviétiques, révélant l'ampleur de l'espionnage industriel mené par le bloc de l'Est. En réponse, les États-Unis mettent en place le programme Echelon, un réseau mondial de surveillance permettant d'intercepter des communications ennemies à une échelle inédite, redéfinissant ainsi les capacités du renseignement moderne. Avec la fin de la guerre froide, les méthodes évoluent vers la surveillance électronique et le cyberespionnage, mais les techniques traditionnelles d'interrogatoire et de manipulation psychologique restent fondamentales dans le renseignement moderne. Le XXe siècle a ainsi jeté les bases du renseignement contemporain et a prouvé que l'information est en réalité l'arme la plus puissante de toutes. L'espionnage contemporain, à l'ère du numérique, a franchi un cap décisif. Il ne se limite plus aux agents infiltrés et aux valises diplomatiques. Il s'étend désormais à des champs invisibles où la cyberintelligence, la guerre de l'information et la surveillance de masse redéfinissent les rapports de force entre nations, entreprises et même individus. L'avènement de technologies avancées comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'informatique quantique promet une nouvelle ère du renseignement, où l'analyse prédictive, la reconnaissance faciale et la détection comportementale en temps réel
deviendront des instruments clés du pouvoir. Ce ne sont plus seulement les États qui mènent la danse. Aux côtés des services de renseignement traditionnels, CIA, NSA, GRU, MSS, DGSE ou Mossad, émergent des cybercriminels, des groupes de hackers financés par des gouvernements, des sociétés privées spécialisées dans la surveillance ou même des acteurs non étatiques opérant pour leur propre compte. Tous exploitent les failles numériques, accèdent à des données confidentielles, sabotent des réseaux et influencent des processus électoraux ou économiques à grande échelle. L'espionnage industriel, en particulier, s'est intensifié. La Chine, la Russie et les États-Unis figurent parmi les puissances les plus actives dans la collecte illégale de secrets technologiques et commerciaux. Des campagnes sophistiquées d'intrusion, pilotées notamment par la NSA ou le MSS chinois, visent les secteurs stratégiques, aéronautique, énergie, défense, télécommunications. Le vol de propriété intellectuelle devient un champ de bataille silencieux. L'exemple emblématique reste Stuxnet, découvert en 2010. Ce virus informatique d'une complexité inédite, vraisemblablement conçu par les services israéliens et américains, a détruit plusieurs centaines de centrifugeuses iraniennes en sabotant le programme nucléaire de Téhéran. Il s'agit de la première cyberarme à avoir causé des dommages physiques réels, inaugurant une nouvelle ère, celle de la cyberguerre. Dans ce contexte, les hackers sont devenus les soldats invisibles du XXIe siècle. Leurs attaques peuvent paralyser des centrales électriques, désorganiser des hôpitaux, bloquer des réseaux bancaires ou détourner des satellites. Les États investissent ainsi massivement dans la formation de cybercombattants. En conséquence, les structures militaires se dotent de commandements cyberdéfensifs. Mais l'espionnage ne s'arrête pas aux infrastructures. Il pénètre l'opinion publique. Il infiltre la vérité. Depuis les années 2000, la désinformation est devenue une arme à part entière. En 2016, les campagnes russes de manipulation sur les réseaux sociaux lors de l'élection présidentielle américaine, orchestrées par des entités comme l'Internet Research Agency, ont mis en lumière une capacité redoutable à semer le doute, polariser le débat et influencer l'issue d'un scrutin à distance. En Chine, le contrôle de l'information se mêle à la surveillance de masse. Des millions de caméras connectées à l'intelligence artificielle scrutent les moindres faits et gestes des citoyens. À cela s'ajoute le crédit social, un système de notation comportementale mis en place dans certaines provinces, capable de restreindre les libertés d'un individu en fonction de ses actes, ses paroles, voire ses fréquentations. En 2013, Edward Snowden a fait voler en éclats les illusions sur le respect de la vie privée. Ces révélations ont mis en lumière l'étendue de la surveillance exercée par la NSA à travers les programmes PRISM, X-Keyscore ou Tempora, souvent en collaboration avec de grandes firmes technologiques. Ces fuites ont déclenché un débat planétaire sur l'équilibre entre sécurité et liberté, sans pour autant freiner la course à l'hypersurveillance. Bien au contraire, en 2021, le scandale Pegasus a révélé que le logiciel espion de la société israélienne NSO Group avait été utilisé pour infecter les téléphones de journalistes, d'opposants politiques, d'avocats, voire de chefs d'État. Grâce à cette technologie, les gouvernements pouvaient écouter, géolocaliser et lire en temps réel les communications de leurs cibles. Sur le champ de bataille, l'information vaut désormais plus qu'un escadron blindé. La guerre en Ukraine en est la preuve. Les renseignements satellitaires fournis par les États-Unis et le Royaume-Uni ont ainsi permis aux forces ukrainiennes de devancer les manœuvres russes. Les interceptions de communication, l'analyse de données en open source et les cyberattaques ciblées ont transformé le renseignement en arme tactique immédiate. Moscou, de son côté, mène une guerre hybride. Piratage des infrastructures énergétiques, désinformation massive, diffusion de deepfakes pour semer la confusion. La Chine observe, apprend et prépare l'avenir. Elle perfectionne ses capacités de guerre électronique, expérimente la reconnaissance faciale sur des millions de visages, développe des drones autonomes et teste l'IA dans des simulations militaires en temps réel. En mer de Chine méridionale et autour de Taïwan, les tensions ne cessent de croître et dans l'ombre, la collecte de renseignements bat son plein. L'avenir du renseignement repose sur des technologies dites disruptives. L'IA peut déjà trier et analyser des millions de données issues de vidéosurveillance, de signaux radars ou de courriels en quelques secondes. Les algorithmes prédictifs sont capables d'anticiper les actes terroristes ou criminels.
L'informatique quantique, encore balbutiante, menace déjà les systèmes de cryptographie classiques. Ainsi, le premier État à maîtriser pleinement cette technologie pourra percer tous les secrets du monde. Les satellites espions, dotés d'optiques de plus en plus précises, observent en permanence la planète. Les drones autonomes peuvent suivre, surveiller, voire éliminer une cible sans intervention humaine. L'armée américaine teste des essaims de micro-drones coopératifs. La Russie et la Chine développent des missiles hypersoniques guidés par l'IA. Les conflits de demain ne seront pas seulement numériques, ils seront algorithmiques. Mais dans ce monde de surveillance totale, une question demeure. Qui surveille les surveillants? À mesure que les outils de renseignement deviennent omniprésents, les garanties démocratiques s'effritent. Des ONG, des chercheurs, des juristes plaident pour une charte mondiale du numérique, un cadre juridique pour limiter les abus. Mais les États hésitent à se désarmer. Dans un monde instable, l'information reste la ressource la plus convoitée, la plus stratégique et la plus dangereuse. Ainsi, à l'ère contemporaine, les espions n'ont plus de visage. Ils sont des lignes de code, des algorithmes autonomes, des satellites en orbite basse ou bien des serveurs dans des bunkers cryptés. L'intelligence n'est plus seulement humaine, elle est artificielle. Et dans cette nouvelle guerre froide, numérique, la frontière entre sécurité et liberté n'a jamais été aussi fragile. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.